Bonjour à toutes et à tous et nous sommes donc avec le bâtonnier de Mayotte. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. On va parler de cet arrêté préfectoral qui interdit justement le port, le transport et la vente de machettes qui sont classées armes de catégorie D comme le couteau. Mais c'est déjà réglementé les armes de catégorie D. Du coup, cet arrêté sert à quoi aujourd'hui? Cet arrêté, je pense qu'il fait partie des moyens que l'État veut mettre en œuvre pour limiter l'accès à ces armes. Après, la difficulté, je pense que c'est bien pour l'avenir, mais il y a déjà beaucoup d'armes qui circulent. Donc du coup, je ne suis pas sûr que ça va avoir un impact aussi important qu'on peut croire. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y avait réellement besoin d'un arrêté préfectoral concernant les machettes, puisque la loi était déjà là, c'était déjà classique arme de catégorie D. Oui, mais je pense que l'achat n'était pas réglementé. Tout le monde pouvait acheter. Donc avec ça, c'est réglementé. Il n'y a que certaines catégories de personnes qui pourront en acheter à l'avenir, mais une fois de plus, reste le point de toutes ces armes, toutes ces machettes qui circulent déjà, en rappelant que à la base, la machette et le chombo, ce sont des outils pour les agriculteurs. À la base, c'était pas du tout des armes, mais c'est que dans les dernières années, malheureusement, que c'est devenu une vraie arme qui est utilisée comme telle, mais à la base, c'était un outil agricole. Mais du coup, puisque c'est tout le monde, il y a déjà beaucoup d'armes en circulation. Est-ce que si on avait été dans une situation où on serait en état d'urgence sécuritaire, on aurait pu récupérer toutes ces armes? Après, il faut voir qu'est-ce qu'on met. Je pense qu'il aurait été possible, oui, puisqu'on est quand on est en urgence sécuritaire, c'est un dispositif dérogatoire au droit commun avec beaucoup de pouvoir pour les autorités. Donc peut-être qu'il aurait été possible effectivement de faire en sorte de pouvoir récupérer toutes ces armes. Et une fois de plus, je rappelle qu'à la base, la machette et le chombo, ce sont des outils agricoles. Et après, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on confisque à tout le monde et que derrière, on doit justifier qu'on est agriculteur pour pouvoir récupérer. Je pense que ça aurait été très compliqué à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il y a ce dispositif qui a été mis en place pour il me semble, c'est pour quelques semaines. Voyons ce que ça va donner. On fera le point, le bilan à l'issue. Demain seront jugés au tribunal des personnalités politiques telles que Daniel Zaïdani, Rachadi Saïndou ou encore Salim Déré, le premier vice-président du département qui est votre client. Vous me disiez que vous allez demander le renvoi de cette affaire? Tout à fait, on va demander le renvoi de cette affaire parce que l'affaire est venue une première fois au mois de février avec une convocation de nos clients 10 jours avant l'audience. Donc c'était certain qu'on n'aurait pas le temps de préparer la défense de nos clients. Monsieur Rachadi Saïndou est défendu par un confrère de La Réunion, Maître Alain Rapadi. Donc on a fait des demandes de copies de la procédure pour voir ce qui est reproché à nos clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu les copies de la procédure qu'en fin de semaine dernière. Il y a à peu près 1000 pages d'enquête. Donc en 3 jours, c'est très compliqué de préparer un dossier comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà prévenu monsieur le procureur et la présidente d'audience que j'allais demander le renvoi pour pouvoir préparer utilement la défense de monsieur Salim Déré. A priori, ça ne devrait pas poser de difficulté, ça va être accepté. Du coup, le prochain jugement sera pour quand alors? On ne sait pas. On le saura demain. C'est demain qu'on nous donnera la date de renvoi. D'accord. Mais au milieu de tout ça, comment votre client vit-il cela aujourd'hui, lui qui a déjà été au tribunal il n'y a pas si longtemps? C'est compliqué, hein. Je veux dire, passer devant un tribunal, c'est pas une étape facile. Donc, il y a une certaine envie d'en terminer. Parce qu'il veut s'expliquer et après être jugé et en terminer, mais après en même temps nous on doit préparer la défense et un dossier de 2000 pages ça se prépare pas en 2 jours, donc il est un peu déçu de ne pas pouvoir être jugé demain parce qu'une fois de plus il veut en terminer avec ses histoires, mais malheureusement on a besoin de temps et pour préparer un dossier de ce genre. On parle souvent de la lenteur de la justice. Est-ce que c'est une coïncidence aujourd'hui si toutes ces affaires sont jugées cette semaine?
Moi, j'étais pas du tout au courant, que je l'ai découvert la semaine dernière à travers vos différents articles, que il y avait un autre procès concernant un autre homme politique. Après, c'est vrai que dans le dossier de monsieur Salim Déré, de monsieur Rachadi Saïndou, on comprend pas, nous, les avocats de la défense, pourquoi on veut juger assez et aussi rapidement ce dossier. Je veux dire, il y a eu l'enquête et c'est terminé pas si tard que ça. En général, on renvoie ce genre de dossier à 3-4 mois. Là, ça a été, on renvoie à 10 jours. Ensuite, on renvoie à 1 mois. Vous dites qu'il y a déjà 1000 pages, donc ça veut dire qu'ils ont quand même bien avancé dans les enquêtes. Oui, mais je rappelle une fois de plus qu'on était dans le cadre d'une enquête préliminaire, donc ça veut dire que les avocats n'ont pas accès au dossier. Nous, les seules choses auxquelles on a eu accès, c'est les auditions de nos clients. Tout le reste, on ignore ce qu'il y a dans le dossier. Donc à un moment donné, quand il y a 1000 pages et qu'on veut que le dossier soit jugé utilement, il faut laisser le temps à la défense de se préparer. Là, en l'état, on ne nous a pas laissé le temps et au final, on se retrouve encore à vouloir demander un renvoi, parce que si à la limite on nous aurait envoyé le dossier il y a 1 mois à l'issue de la précédente audience, je pense qu'on aurait eu le temps de préparer. Mais là, il a fallu relancer à 4 jours de l'audience, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire que la justice a envie de faire un coup médiatique avec ces affaires d'hommes politiques? Je sais pas si le parquet veut faire un coup médiatique. Par contre, c'est vrai que ça attire toujours les foules, le fait qu'il y ait des hommes politiques à la barre du tribunal. Des agents de l'agence immobilière de la justice et du ministère de Comptes publics sont venus à Mayotte pour étudier les sites potentiels pour accueillir 3 projets, donc la cité judiciaire à Kawini, un centre éducatif fermé et la 2e prison. D'abord, parlons de la cité judiciaire. Ça changera quoi aujourd'hui par rapport au fonctionnement de la justice à Mayotte? Alors, l'idée de la cité judiciaire, c'est de regrouper toutes les juridictions sur un même site. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a le tribunal judiciaire derrière la Brède à Kawini. Vous avez la chambre d'appel en zone L à l'ancien Groupama. L'idée, c'est de réunir tout le monde sur le même site. Et c'est vrai que ça facilitera pas mal de choses. Le justiciable, il saura qu'il y aura un endroit, il va là-bas, tous les services seront concentrés et ça facilitera les choses. Et aussi bien pour les avocats, parce que nous, des fois, on a des audiences au tribunal judiciaire, on est en même temps à la chambre d'appel, on doit faire les allers-retours. Donc à partir du moment où tout le monde est sur le même site, je pense que ça va faciliter grandement les choses. D'accord. Et le fait que la cour d'appel aujourd'hui dépende de la Réunion, en quoi est-ce difficile pour le fonctionnement de la justice aujourd'hui à Mayotte? Alors, que j'explique. On a à Mayotte ce qu'on appelle une chambre d'appel détachée de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le contentieux en appel liés au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mamoudzou sont jugés à Mayotte. Il y a un seul contentieux, celui qu'on appelle le contentieux de la chambre de l'instruction, qui lui est toujours à Saint-Denis de la Réunion. Et ça pose de réelles difficultés pour les justiciables et pour les avocats. Pour vous donner un exemple, un justiciable est à l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que c'est l'État qui va payer son avocat. Comme on est dans le même ressort de la cour d'appel que les avocats de la Réunion, si on leur demande de nous faire un acte, en fait, ils vont nous dire, bah oui, c'est bien gentil, mais moi aussi, faut payer. Alors que si la cour d'appel, elle était directement à Mayotte, bah nous, on n'aurait pas payé quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que le contentieux de la chambre de l'instruction lié aux affaires de Mayotte, il est assez limité par les difficultés d'accès à cette chambre de l'instruction. Ou si, par exemple, on a un client qui a les moyens de payer l'avocat, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il paye un billet d'avion à l'avocat pour aller à Saint-Denis, un billet d'avion pour lui-même, des nuits. Enfin voilà, c'est assez compliqué. La semaine prochaine, il y a tous les bâtonniers ultramarins, les chefs de juridiction, procureurs généraux, premier président, procureurs et présidents des tribunaux judiciaires ultramarins qui sont conviés à la chancellerie pour une journée, c'est la première fois que ça se fait, la journée ultramarine de la justice, et ça va nous permettre d'aller revendiquer certains points parce que la justice dans les Outre-mer a beaucoup de difficultés et c'est le moment d'aller revendiquer. En quoi est-ce compliqué pour les citoyens aujourd'hui d'être jugés par des juges qui sont à La Réunion?
Est-ce que ces juges-là ne sont pas en décalage par rapport à la réalité mahoraise? Forcément. Forcément. Par exemple, on l'a vu dans le dossier de monsieur Salim Déré. Ça a été dépaysé à La Réunion. Et lorsqu'on entend les questions qui sont posées, lorsqu'on entend les réquisitions du ministère public, on a l'impression qu'on vit pas la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a un certain décalage. Alors nous, la décision qui a été rendue, on l'accepte et elle correspond à ce qu'on attendait. Mais c'est vrai que parfois, c'est bien d'avoir des juges qui connaissent le territoire, qui connaissent les mentalités, qui connaissent les coutumes, qui vous jugent. Est-ce que les juges aussi connaissent les mentalités et les coutumes? Quand on voit des fois ce décalage, encore une fois, entre les décisions de justice et le ressenti de la population? Alors, il peut y avoir un décalage et c'est pour ça qu'il y a le principe de double degré de juridiction. Quand on n'est pas content d'une décision, on peut faire appel. Maintenant, moi, j'aimerais attirer sur un point. On ne peut pas, dire qu'on est contre... qu'on conteste les décisions de la justice, qu'on est contre le fait qu'il y ait des étrangers à Mayotte, que les étrangers sont responsables de tout ce qui se passe à Mayotte. Et lorsque, malheureusement, il y a quelques Mahorais qui sont pris dans le filet parce que eux participent à l'aide à ces étrangers, dire non, mais eux, faut pas être sévère avec eux parce que ce sont des Mahorais. Les juges, faut pas croire, les magistrats, ils lisent la presse, ils vont sur les réseaux sociaux. Ils voient tout ce qu'ils se disent. Et à un moment donné, moi, je perçois comme le fait de dire, ah ouais, vous dites qu'on n'est pas assez sévère, on va vous montrer. Et du coup, la main de la justice peut être plus lourde sur les Mahorais que les étrangers? Ah oui, oui. Mais est-ce que il n'y a pas de deux poids, deux mesures? Je prends des exemples. La semaine dernière, des passeurs ayant fait entrer 880 personnes en 10 mois à Mayotte ont été condamnés à 10 mois de prison. Et on parle là de trafic d'êtres humains quand même, des passeurs. Il y a 2 jours également, des passeurs ont été condamnés de 6 à 15 mois ferme. En comparaison, on a ces 2 hommes de Sada qui ont été condamnés à 4 ans ferme pour l'attaque de la gendarmerie de Sada. Est-ce que là, on peut parler d'une justice égale pour tout le monde? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de kwassa, entre guillemets, il y a des barèmes. Il y a des barèmes qui sont fixés, on les connaît tous. C'est par exemple un primo-passeur, il va être condamné à 6 mois de prison, 6 mois de prison ferme. Lorsque c'est un deuxième passage, on va passer à 15 mois de prison ferme. Et au bout du 3e, ça va être 2 ans. Et après, au bout du 3e, ce sera 4 ans. Voilà, c'est des barèmes qui sont établis, on les connaît, nous les avocats, on sait très bien lorsqu'on défend un pilote de kwassa. Et ça, c'est pareil au niveau national? Ah non, mais ça, c'est une jurisprudence qui est entre guillemets fixée. Pourquoi? C'est une jurisprudence qui est fixée au niveau du tribunal à Mayotte. Mais pourquoi? Ah mais après chaque tribunal fait comme il veut. Parce que ça peut paraître très léger, 6 mois de prison pour un trafic d'êtres humains. Chaque tribunal, entre guillemets... Surtout des millions d'euros. Et il y a des millions, c'est une vraie économie aujourd'hui. Ah oui, mais c'est... on parle de 200, pour le cas de 880 personnes, là, on parle de plus de 200 000 euros de sous engrangés en 10 mois. Oui, tout à fait. Mais le gros problème qu'il y a par rapport au trafic de kwassa, et c'est pas que pour ça, c'est qu'il n'y a pas de coopération judiciaire entre la France et les Comores. S'il y avait cette coopération, je pense qu'on pourrait faire en sorte de taper au niveau du portefeuille, au niveau des Comores, parce que l'argent, il reste pas à Mayotte. L'argent ne reste pas à Mayotte. L'argent part aux Comores. Donc, est-ce qu'on ne peut pas être plus ferme dès le départ? C'est-à-dire, première condamnation, on est très ferme et on dissuade. Sincèrement, ça ne change rien. Au début, on parlait, sur les premières condamnations, on parlait de prison avec sursis. Là, ça s'est durci, on est tout de suite à de la prison ferme. Mais vu ce que ça rapporte, les gens, c'est pas grave. Je veux dire, les passeurs, entre guillemets, eux... Ils sont utilisés. C'est les commanditaires qui sont aux Comores, qui sont ailleurs, qui gagnent de l'argent. Je veux dire, à un moment donné, le passeur, il est interpellé. Ok, il va faire de la prison. On va détruire le kwassa, on va détruire le moteur, on va détruire les hydrocarbures. Mais derrière, le commanditaire,
Lui, il s'en fout. Donc c'est tout le réseau en fait qu'il faudrait démanteler. C'est tout le réseau qu'il faudrait démanteler. Nous, à Mayotte, la plupart du temps, on attrape les secondes mains. Tant qu'on mettra pas un coup de pied au niveau des commanditaires aux Comores là-bas, moi je suis désolé, mais toutes les mesures dont on parle, ça ne servira à rien. Moi, j'attends de voir. Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a parlé d'un rideau de fer en mer. Moi, j'attends de voir parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ce qu'ils fuient, c'est la misère. À un moment donné, voilà, ce qu'ils fuient la plupart du temps, c'est la misère. Donc, c'est pas parce que... tant qu'il y aura la misère aux Comores, ça ne s'arrêtera pas. Moi, je suis convaincu que le fait de supprimer le droit du sol, ça n'arrêtera pas, ça n'endiguera pas, malheureusement, l'immigration clandestine. Parce que les gens, à la base, ils fuient la misère. Ok, on va leur dire, bah, vous n'aurez pas de papier, mais eux diront, ok, mais c'est pas grave, je vivrai dans des meilleures conditions. Ça veut dire qu'on prend des décisions qui sont un peu hors sol? Je dirais pas qu'elles sont au sol. Il faut agir, mais sur l'histoire du droit du sol... On n'agit pas au bon endroit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de coopérer avec les Comores au niveau judiciaire réellement? Mais ça c'est au niveau de la diplomatie, c'est au niveau des Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Je pense que la justice à Mayotte, elle serait prête à coopérer avec la justice aux Comores. D'ailleurs, dans certains cas, ça a marché. Il y a eu des coopérations qui ont marché, mais dans des cas très extrêmes. Mais du coup là, c'est au niveau de la diplomatie. On a l'impression que justement quand on veut, on arrive à faire cette coopération. On se souvient du violeur des juges du tribunal, on a été le chercher jusqu'aux Comores. Donc quand on veut, on peut le faire. C'est pour ça que je dis que dans certains cas, ça a pu marcher. Là aujourd'hui, il faut que ça se fasse dans un cadre général. Et à un moment donné, c'est au-delà de la compétence des magistrats sur Mayotte. C'est quelque chose qui doit se régler entre Paris et Moroni. Est-ce que le fait d'avoir... on a eu Benissa Ousseni ici vendredi qui parle de ces diplomates entre guillemets du département qui seront dans les différentes ambassades de la France dans la région. Est-ce que ça peut aider à endiguer tout ça? Ça peut aider, mais une fois de plus, je pense que tant que Paris ne prendra pas son bâton de pèlerin en disant voilà, on va aux Comores, on va essayer de régler la situation, je ne suis pas sûr que ce soit les diplomates envoyés par le département qui arriveront malheureusement à forcer le destin. Merci Yanis Swahili pour cet entretien. Vous restez avec nous pour les questions de nos auditeurs.